Je remercie le Collège de France et Monsieur le professeur Shedd qui m'a invité. Et aussi, je dis encore, comme j'avais dit la semaine dernière, je suis très honorée d'être ici où Michel Foucault a enseigné. Le titre, un double titre de ma conférence aujourd'hui, les peintures plaisent à Foucault, Foucault et le plaisir de la peinture. Foucault a toujours voulu être connu à travers ses œuvres et non à travers sa vie privée. Et ce vœu a plus ou moins été respecté par l'historiographie. Au cœur d'un entretien publié dans la revue Imprévu en 1975, il déclare « Ce qui me plaît justement dans la peinture, c'est qu'on est obligé de regarder. » Foucault pensait que le rigorisme du régime de représentation mimétique de la tradition européenne avait conservé son influence si longtemps du fait du plaisir intense qu'il procurait aux spectateurs individuels. La peinture était faite pour plaire et se révélait donc comme une structure séductrice dans laquelle une description et un regard attentif s'imposent. Si l'on souhaitait transmettre aux autres ces significations profondes. Comme je l'ai soutenu lors de la séance précédente, Svetlana Alpers, Leo Steinberg et Hubert Damisch ont observé qu'une telle analyse en profondeur sous-tendait l'approche des Ménines. Cette instance, l'analyse visuelle, comme procédure nécessaire et partie prenante de la peinture, reproche Foucault de ses contemporains investis dans l'histoire de l'art. Les méthodes de description picturale et matérielle que procure cette discipline, en même temps, dans leur banalité même, ont détourné des commentateurs de l'originalité de l'interprétation de la peinture et de la signification philosophique qu'avait cette interprétation dans le travail de Foucault. C'est presque comme les procédés de l'esthétique en histoire de l'art, profondément maîtrisés par Foucault, empêchaient les critiques tardifs de saisir l'importance que le philosophe accordait à l'art, et en particulier à la peinture. Par ce parti pris, les critiques ne font que confirmer le point de vue de Foucault sur les effets de plaisir de la peinture, alors même que ces critiques perpétuaient, consciemment ou non, la relégation de l'art en tant que connaissance de second order en anglais, dans la pensée du philosophe. Selon Foucault, le discours dissimule ses opérations au moyen du discours et des institutions édifiées par lui et à travers lui. En prolongeant Foucault sur ce point, on dira que la peinture dissimule ses opérations par la beauté, imitation visuelle incluse, et par les institutions d'art où on la rencontre, esthétique et histoire de l'art incluses. Bien que Foucault ait écrit et se soit exprimé sur les arts et les lettres pendant la plus grande partie de sa vie, peinture, littérature, musique, photographie, cinéma, depuis sa disparition, il est surtout connu comme philosophe de la politique,
de la gouvernementalité, comme il dit, et la société. Philosophes, historiennes et théoriciennes politiques se sont emparés du Foucault tardif, un Foucault qui, dans son enseignement et ses entretiens, abordait les événements du temps et le sujet moderne, enchevêtré à la société qui le détermine. Dans ses travaux tardifs, les questions de l'existence formulées autour de l'idée de sujet moderne sont passées au premier plan pour les interprètes de la pensée foucauldienne du XXIe siècle. La même démarche a été adoptée par Frédéric Gros lors d'un colloque sur Foucault qui s'est tenu à l'Institut d'études avancées à Paris en juin 2014. En considérant la contribution philosophique de Foucault dans ses écrits tardifs comme une exploration des modes d'existence du sujet contemporain. On peut donc, avec Arnold Davidson, considérer que dans son œuvre tardive, Foucault postulait l'éthique comme topos capital pour l'exploration du sujet contemporain, dans ses plaisirs comme dans ses épreuves. Ces dernières années, le collectif Retort, qui signifie en français riposter ou répliquer, s'est emparé de la compréhension du pouvoir de l'image par Foucault et en a fait la clef de voûte de sa critique de la politique et de l'économie post-11 septembre. Toutefois, peu après la mort de Foucault, Deleuze avait déjà commencé à observer le rôle disciplinaire croissant joué par l'image, distincte de la fonction traditionnelle de représentation des photographies et des tableaux, et au-delà du spectaculaire critiqué par les situationnistes au cours des années 60. En 1983, Sarah Charlesworth et Barbara Kruger aussi s'étaient approprié le jugement. Là où le monde réel se change en simple image, ils disent, les simples images deviennent des êtres réels et les motivations efficientes d'un comportement hypnotique. Avec le recul, on pourrait dire que Guy Debord et ses camarades faisaient preuve d'une plus grande lucidité à l'égard du caractère distinctif de l'image qui a fini par conduira, je cite, la perte progressive de notre innocence visuelle résultante de l'explosion et de la dissémination globale des images dans les médias imprimés et électroniques. Annoncé par Douglas Vogel dans The Last Picture Show, une exposition il y a maintenant, je crois, 10 ans, aussi par Retort, le collectif, et bien d'autres. Deleuze a montré comment l'image médiatisée ne s'est pas contentée de structurer l'expérience, mais par son ubiquité en est venue à se conduire d'une façon très différente de la représentation visuelle telle qu'on la connaissait jusque-là. Foucault avait proposé une telle théorie de l'image médiatisée dans son texte sur Gérard Fromager. Et il est difficile de déterminer
Si Louis ou Deleuze, qui a également écrit sur Fromager, sont parvenus à cette théorie de l'image indépendamment ou au cœur de leur conversation au cours des années 70, ainsi que Sarah Wilson et Jean Rajakman en émettent l'hypothèse. Il ne fait pas de doute que les deux livres, l'image moment et l'image temps de Deleuze, parus respectivement en 1983 et 1985, explorent plus en profondeur les ramifications de l'image permettant de penser la signification de la visualité dans la société contemporaine, où l'image elle-même en est venue à servir de moyen de recouvrement ou de masquage de sa propre présence. La nature de l'image picturale et ses caractéristiques tacites, bien connues du moins de nombreux philosophes, artistes et historiens de l'art français, se sont accrues avec les médiations de la technologie et de ses formes de reproduction, justifiant ainsi la surveillance d'une société devenue excessivement gloutonne en images. En ce sens, on peut voir comment, après coup, l'image est imbriquée dans le concept de gouvernementalité exploré par Foucault pendant ses derniers cours au Collège de France, en quête d'une éthique à laquelle il n'avait eu jusque-là que peu de temps à consacrer. De plus, ce que j'appelle image thinking, penser avec l'image, si caractéristique d'une société globalisée depuis le début des années 80, avait déjà connu des préfigurations dans les écrits antérieurs de Foucault sur les arts visuels. Le terme image thinking est dérivé de celui d'image world, forgé par Susan Sontag en 1977 dans son livre On Photography, sur la photographie. Voici ce qu'elle écrit sur ce monde de l'image, comme elle dit, ou image world en anglais. Dans le monde réel, quelque chose se passe et nul ne sait ce qui va se passer. Dans le monde de l'image, cela s'est passé et cela se passera éternellement et à la même manière. Je me suis servi ailleurs du terme image thinking pour établir des distinctions d'ordre historique entre l'intérêt porté par Susan Sontag à la photographie de la période moderne avec son caractère éternel, sa foreverness en anglais, foreverness, et les usages extensifs de l'image, photographie incluse, qu'en fait le sujet postmoderne et qu'on en fait pour Foucault. Lorsqu'il écrivait au sujet de la peinture, Foucault opérait avec la présomption, héritée de son maître Merleau-Ponty, que tout champ dans lequel s'inscrit une image offre les moyens et les procédés discursifs adéquats à ses pratiques et à ses modes de description. Pour Foucault, la peinture était l'expression de gestes. J'ai perdu. Oh, pas de gestes,
de pensée. Pour Foucault, la peinture, quelquefois de geste aussi, je crois. Pour Foucault, la peinture était l'expression de pensée qui lui était particulière. Il écrit dans l'Archéologie du savoir, elle, la peinture, est une pratique discursive qui prend corps dans des techniques et dans des effets. Les écrits de Foucault sur les arts visuels produisent des distinctions significativement liées aux pratiques particulières et au discours qui l'entourent. Théorie comprise. En ce sens, quand il écrit sur la peinture, Foucault est à la fois de son temps et d'ancien temps, et de l'ancien temps. L'approche de Foucault peut être transparente pour un historien de l'art traditionnel, attentif qu'il est aux détails et aux histoires de tel ou tel médium ou technique, mais l'interprétation de ses écrits sur la peinture n'en a pas tenu compte. Comme je l'ai indiqué, Foucault travaillait en historien. Il pensait que les caractéristiques des techniques et effets à la disposition de l'artiste dans la peinture dépendaient du temps dans lequel elle s'inscrivait. Mais quel est le temps de la peinture? Cette question met en relief les différences d'approche nationale et disciplinaire dans la seconde moitié du XXe siècle. Au premier lieu, il convient de noter le fait évident que l'histoire de la peinture en Europe a long passé derrière elle en France, qui tient par partie à l'autorité particulière de cette tradition nationale, à la suite de la découverte des grottes de Lascaux en 1940. La peinture était alors considérée en France comme une pratique inaugurée par les grottes de Lascaux et s'entendant jusqu'à aujourd'hui. Georges Bataille, dans le livre de 1955 sur Manet, a alimenté l'interprétation de cet artiste par Foucault, avait publié la même année une importante étude sur les peintures rupestres, qu'il avait désignée sous le titre « La naissance de l'art ». De par son extraordinaire longévité, la pratique de la peinture pouvait être considérée comme intemporelle et de nature mythique, ce que Foucault a jugé problématique bien avant son récit de la modernité dans Les mots et les choses. Dans un article publié en 1962 et intitulé « Le nom du père », Foucault sépare l'histoire vécue de la peinture dans la modernité de celle des périodes antérieures. Il distingue en effet la peinture plus récente par sa dépendance d'une conception transformée de l'artiste. Pour Foucault, l'histoire de l'art ancienne manière, celle des Vitae de Vasari, par exemple, reposait, je cite, sur l'immémorial. Elle suivait une ordonnance statuaire et rituelle dont l'artiste héroïsé était le centre. Foucault découvre que cette vieille conception de l'artiste héroïque change avec la modernité, celui-ci passant du statut de génie qui se livre à, je cite, à l'ivresse platonicienne, à une identification à son œuvre
qui, je cite encore, le rendent étranger aux autres, à tous ceux qui se taisent. Selon Foucault, la psychologie de l'artiste qui émerge de la modernité est devenue le point focal de l'histoire de l'art et mesure le déchirement, la séparation et l'oubli de la belle unité héroïque intérieure. L'artiste moderne reste dans un, je cite encore, dans un rapport souterrain avec l'œuvre. Cette conception de l'artiste moderne, brièvement théorisée dans le nom du Père, mais développée dans les écrits sur la peinture inaugurés avec les suivants, le célèbre chapitre de Les mots et les choses, complète l'approche phénoménologique de la peinture de Merleau-Ponty. C'est dans son essai de 1960, Le langage indirect et les voix du silence, que Merleau-Ponty revendique pour la peinture le concept de tacite. Autrement dit, ce qui n'est pas ouvertement exprimé ou affirmé, mais impliqué, compris ou inféré. On y trouve cette phrase essentielle. Je cite, « Commençons par comprendre qu'il y a un langage tacite et que la peinture parle à sa façon. » Le titre paradoxal ou ironique de l'essai, avec sa juxtaposition de voix et de silence, a dû réjouir Foucault. Mais plus profondément, Foucault adopte la compréhension que son professeur a des ambiguïtés et des structures dissimulées du langage de la peinture, en tant qu'il est révélateur. Cet argument dialectique confère à la peinture une visibilité particulière, précisément à cause de ce qui échappe à la vue, et à l'artiste une positivité parallèle précisément à cause de la négation et de la séparation de ses congénères. La conceptualisation est rendue délibérément difficile afin de refléter les moyens effectifs et les procédés particuliers à la peinture. Comment un message tacite, comme disait Merleau-Ponty, ou souterrain, comme disait Foucault, se révèle-t-il? Quelles sont les méthodes de dissimulation des significations et des intentions de la peinture, qui non seulement celle-ci met en œuvre, mais que l'artiste lui-même exploite? En quoi la peinture excelle-t-elle par comparaison avec les autres pratiques et techniques que Foucault nomme dans l'archéologie du savoir, c'est-à-dire la sexualité et la politique? Telles sont les questions théoriques que Foucault explore dans ses écrits sur la peinture et qui sont au cœur de mes réflexions. Questions, j'y insiste, qui conduisent directement de la peinture à ce que j'appelle image thinking, la pensée de l'image, dans la société contemporaine. Pardonnez-moi. Prendre un peu de l'eau.
Les points de vue de Foucault sur la peinture spatialisent sa signification sur des modes qui vont à l'encontre des qualités de pureté et de superficialité prêtées à l'image, telles qu'elles seront développées ensuite par Deleuze dans ses études sur le cinéma. Tamisch l'a bien noté lorsqu'il a utilisé l'analyse des ménines par Foucault dans sa démonstration fondatrice du pouvoir de la perspective dans les tableaux. De son côté, Pierre Francastel, dans ses études de sociologie de l'art, publiées en 1970, avait avancé l'idée que l'art moderne avait ce qu'il appelait une conception appréhensive de l'espace. Foucault partageait avec nombre d'artistes contemporains et historiens de l'art français une approche sceptique du donné dans un tableau. Sur Enquête sur les ménines en est l'illustration même. Son enquête sur les ménines en est l'illustration même. Pour cette raison, et à la différence des États-Unis, le problème de la peinture dans la France de l'après-guerre ne concernait pas la description et l'abstraction n'a rien changé sur ce point. La compréhension appréhensive de la spatialisation de l'image a positionné Foucault en faveur de la figure, mais contre les méthodes de l'iconologie dominante dans l'histoire de l'art anglo-américaine de son époque, comme je l'ai indiqué la semaine dernière. Erwin Panofsky, historien de l'art américain à ce temps-là, Panofsky pensait que la signification de l'œuvre d'art puisait dans son langage symbolique ce qu'on peut voir des signes. Par contraste, et depuis les années 50, l'histoire de l'art française avait insisté sur l'intégrité matérielle ou structurelle de l'œuvre d'art, qui comprenait non seulement son statut de signe ou de sa sémiologie, mais aussi son existence historique en tant qu'objet et système à la fois. Les mots de Francastel sont éclairants sur ce point. L'art, écrit-il, n'a pas de fonction allusive ou productrice de signes plus ou moins arbitraires constituant un système purement intellectuel et imaginaire de repères à l'égard d'une réalité extérieure à l'homme, immuable dans ses principes et dans ses lois. Dans sa recension des essais d'iconologie de Panofsky, écrite juste après la publication de Les mots et les choses, Foucault distingue explicitement son approche de celle qui considère l'art comme un langage symbolique. Il commence par avouer son peu de compétences en matière d'histoire de l'art, puis explique combien les méthodes de iconologie sont étrangères au public français et prédit la séduction qu'exercera l'iconologie. En hasardant ce point final, Foucault ne peut dissimuler son inconfort. Chez Panofsky, le discours s'élève au-dessus du visible, car la description du visible suppose la prééminence du langage. De plus, comme Panofsky l'a soutenu, langage et visible ne peuvent opérer indépendamment l'un de l'autre. Je cite Foucault. Il arrive enfin que le discours et la plastique soient soumis tous deux, comme par un mouvement unique, à une seule disposition d'ensemble. Le but de Panofsky, selon
Foucault est donc de décrire le fonctionnement réciproque du discours et de la figure. Clairement, comme je l'ai déjà indiqué, la question pour Foucault devient celle d'un au-delà de la description et d'un au-delà de la surface. À cette fin, il propose la peinture et analyse brièvement l'approche panofskienne de l'œuvre en tant que, je cite, elle apparaît dans son unité articulée. Foucault trouve dans l'art du XXe siècle la solution aux problèmes posés par la forme, mais il en saisit la difficulté, je cite à nouveau une fois, les limites de la langue reconnue. Pour Foucault, la méthode de Panofsky fonctionne comme modèle d'impasse de l'histoire de la philosophie et de l'art, dans lesquels les lois, comme il les appelle, et le système enchevêtré des formes et du langage ne font rien d'autre que se montrer pour être décrits. Fondée à la fois sur le visible et l'invisible, l'approche foucauldienne de la peinture est en quête de plus que ce que le célèbre Panofsky avait à proposer. Ainsi, par exemple, verrons-nous à propos de Magritte combien la compréhension par Foucault de la coïncidence du mot et de l'image est en accord avec les vues sur la peinture exprimées par Louis Marin dans ses essais sur la sémiologie qui tentent de réfuter systématiquement la méthodologie panofskienne. Pour nous résumer, de Merleau-Ponty, Foucault a appris que la signification de la peinture ne reposait seulement sur la surface, sur ce que l'on voit décrit au moyen de pigments, lignes et formes sur la toile, mais repose aussi sur ce qui peut être découvert sous la surface, dans les profondeurs des ombres ou dans le châssis autour duquel la toile est tendue. À l'histoire de l'art française, et à Franck Castel en particulier, Foucault a emprunté cette idée de la peinture et d'un système historiquement déterminé, dans lequel les tableaux ont le statut d'objets matériels. Après ses propres travaux sur la psychologie, Foucault ne pouvait plus tenir l'artiste pour un génie classique, mais pour quelqu'un d'à part, dont la présence négative requiert que la part de son interprète qui le suive, je cite Foucault, dans les traverses où se perd. Il mérite d'être noté que, tout au long de sa recherche historique, Foucault a considéré l'archive en un sens matériel. Ses écrits puisent dans des documents et des sources d'époque, ainsi que dans la littérature philosophique classique, les textes littéraires, l'architecture, la peinture et la photographie. Selon Foucault, l'archive, par sa nature même, peut à la fois être classifiable et instrumentalisante, comme il s'est employé à le démontrer dans Surveiller et punir, rédigé pendant les années où il explorait la peinture. Cette conception de l'archive a permis à Foucault une approche de la théorie et de l'histoire que ses contemporains ont considérée
comme original et discutable, mais qui aujourd'hui serait considéré unanimement comme productive, interdisciplinaire et comparative, sauf dans les derniers bastions du conservatisme. La conception foucauldienne de la nature de l'archive a été considérée comme valide pour la théorie et la pratique des arts visuels, au même titre qu'elle était pour la prison ou la sexualité dans ses manifestations théoriques, juridiques ou pratiques. Le fait qu'il n'existe pas de distinction en termes de valeur dans l'ordre des choses, dans leur archivage contemporain et leur représentation postérieure en matière de littérature ou d'art, aura conduit Foucault à prêter une attention particulière à la représentation de ces choses, telles qu'elles se présentaient à la vue dans des tableaux particuliers. La peinture, pour commencer, c'est le sous-titre. Me fondant sur l'historiographie que j'ai présentée dans la conférence de la semaine dernière et aujourd'hui, je soutiens que l'approche par Foucault de la peinture mérite d'être sérieusement prise en considération aujourd'hui, sur le double plan disciplinaire et théorique. J'ai déjà indiqué que l'histoire de l'art en tant que discipline, qui, ce n'est pas un hasard, est apparue à l'apogée de la modernité et en même temps que l'invention de la photographie. L'histoire de l'art, donc, s'est donnée pour tâche l'exploration des caractéristiques et des significations des images. Par image, il faut entendre non seulement les tableaux, mais aussi la photographie, les films, la vidéo et les médias numériques. Mon intention ici n'est pas de chanter les louanges des objets d'étude et des méthodes de l'histoire de l'art. Je cherche plutôt à comprendre la place occupée par l'approche foucauldienne de la peinture, afin d'apprécier sa contribution à la compréhension de la signification particulière de la peinture pour l'histoire de l'art. Ma démarche pourrait se formuler par les deux questions suivantes. La peinture a-t-elle de l'importance pour la vision de la situation contemporaine du sujet? Et si oui, pourquoi? Quelle place occupe la peinture dans une histoire de l'art à l'époque de l'image médiatisée et numérisée? À ce stade, il me faut revenir à la remarque que Foucault a faite pas très longtemps avant sa mort, et selon laquelle la peinture lui plaisait personnellement. L'apparente simplicité de cette appréciation ne devrait pas nous détourner de ces contextes à la fois historiques, biographiques et finalement philosophiques. Commençons par le contexte historique et biographique. Les écrits de Foucault sur la peinture sont apparus et se sont développés durant la période précise où l'image et la familiarité
et ce qu'on pourrait appeler l'aisance visuelle qui l'accompagne, a acquis un pouvoir et une suprématie qui la place au centre de la culture d'aujourd'hui. En outre, et ce en plan plus personnel, lorsque Foucault a parlé de la peinture comme procurant un plaisir unique, il s'était déjà plongé dans l'histoire et la théorie de la peinture de la Renaissance à celle de son temps. Il avait également exploré en profondeur la signification du plaisir comme en témoignerait la parution posthume de l'histoire de la sexualité sous le titre « L'usage des plaisirs ». Nous savons par ailleurs qu'au cours des années 50 et 60, Foucault a passé beaucoup de temps à discuter peinture avec ses amis et contemporains. Comme Gary Shapiro, Joseph Tanky et Daniel Defer ont émis l'idée, on pourrait faire remonter à le long dialogue de Foucault avec la peinture jusqu'à l'histoire de la folie à l'âge classique, publié en 1961. Dans ce livre, Foucault fait appel avec pertinence à des tableaux d'artistes majeurs, parmi lesquels Bosch et Goya, prééminemment. Je remarquerai pour ma part que dans ce livre, Foucault soutient aussi l'idée que l'image est partie prenante d'un concept de la folie, alors qu'aujourd'hui, on peut dire, sans se tromper, que l'image est devenue notre réalité. Alors, avec cette conférence, j'ai fini avec l'introduction de mon livre sur Foucault et la peinture. Et dans la prochaine fois, je recommencerai avec une analyse des peintures actuellement, des textes que Foucault a écrits sur les peintures. J'ai travaillé premièrement sur les choses historiographiques et théoriques, philosophiques, vraiment, dans ces deux conférences. Et après, je vais dans les textes de Foucault plus profondément. Je propose d'aller sur le texte sur les Ménines, premièrement, la semaine qui vient et la semaine prochaine. Et après, pour la dernière conférence, je vais sur le texte sur Fromager, parce qu'il est Fromager qui est lié avec ses idées au fin de l'introduction ici, avec ses idées sur la médiatisation des images et de la réalité d'aujourd'hui, et aussi sur la photographie et la peinture. Et aussi, je veux bien dire qu'ils y sont des grands textes sur Magritte et aussi sur Manet, mais je n'ai pas le temps d'explorer ces textes avec vous ici, mais je fais ça dans mon livre. Mais il n'y a pas assez de temps d'aller dans tous ces textes avec une profondeur qu'on doit faire. Alors, je vous remercie bien et je veux avoir des questions ou de la discussion si vous voulez, en anglais ou en français. Merci.